Bonjour, monsieur. Donc, l'IHET et le groupe Daily Trading Forum organisent des tables rondes visioconférences chaque mercredi à 14 heures. Alors, bonjour. Nous avons appris à connaître monsieur Marouane El-Abbassi, professeur d'économie à l'université. Nous avons à connaître monsieur Marouane El-Abbassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Monsieur le gouverneur, nous sommes très honorés à l'Institut des hautes études d'avoir accepté notre invitation à cette session de forum d'économie financière. Merci, monsieur. Alors, monsieur le gouverneur, la pandémie qui frappe le monde n'a pas épargné la Tunisie. Alors, ces effets sanitaires, économiques et sociaux sont inestimables pour le moment. La réactivité de la Banque centrale de Tunisie fait l'objet de ce webinaire et nous espérons d'autres aussi. Alors, je vais donner la parole à mon collègue Dr Tal pour cerner la problématique de la tempête pandémique au sauvetage de l'entreprise, la bouée de sauvegarde monétaire. Tfadal Selani. Merci beaucoup, Selma. Monsieur Marouane El-Abbassi, comme ma collègue Selma Bensaïden l'a spécifié, vous portez deux casquettes, universitaire et gouverneur de la Banque centrale. Or, tout le monde sait que universitaire un jour, c'est universitaire toujours. En fait, vous êtes le gardien du temple, un temple où la déesse Moni officie et où le dinar roi dicte sa loi selon ses propres mécanismes. Et vous êtes le gardien de la bonne marche de ces mécanismes, mais aussi de l'état de santé du roi. Un roi adulé par les uns, controversé par les autres, des prêtres de l'économie financière, des déviants, une sorte de gilet jaune ou rouge de l'économie financière. Mais nous reviendrons sur ce point. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, merci pour votre participation à cette session du Forum d'économie financière. La pandémie a plongé la Tunisie en récession. Recul de la consommation, recul de l'investissement, recul de l'emploi. Le pouvoir d'achat recule, le sous-emploi explose, l'appareil productif est en panne technique. Au premier semestre 2020, l'économie tunisienne a basculé de la récession à la dépression. Au premier trimestre, elle a subi sa plus grande, violente contraction depuis la crise financière de 1984, en raison de la fermeture des entreprises et des commerces décidés pour freiner l'épidémie latente. Nous allons tenter de faire le point avec le gardien du temple. Deux axes thématiques seront explorés. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, le monde en général et la Tunisie en particulier traversent une crise sans précédent. La Tunisie aussi. Et après, de quoi sera faite l'année 2021? C'est la grande inconnue. Nous avons des estimations et des projections faites par des gilets jaunes ou rouges ou oranges, pour peu précises qu'elles soient, font état de trois scénarios. Un scénario de base tendu par des mesures à l'emporte-pièce, un scénario optimiste avec un plan de relance vigoureux sous-tendu par une stratégie cohérente, budgétaire, fiscale, monétaire, et un scénario pessimiste, le scénario du pire, sous-tendu par une vision où l'austérité l'emporte, avec au bout
l'effondrement du système économique parce que les stabilisateurs économiques ne jouent plus et où les anticipations à la déprime l'emportent. Et maintenant, il s'agit de rebondir si on veut que le système économique et social ne s'effondre pas. Comment? La réponse est très simple, via les entreprises. Parce que c'est l'entreprise qui est en première ligne, c'est l'entreprise qui emploie, c'est l'entreprise qui produit, c'est l'entreprise qui investit, qui distribue des revenus, aussi bien aux ménages d'ailleurs qu'à l'État via les recettes fiscales. À ce jour, l'entreprise est en panne de production. Elle n'a plus de financement. Le 28 mai dernier, il y a quelques jours, la Banque centrale, le temple du roi Dinar, est venue au secours de l'entreprise. Une bouée de sauvegarde, rien que ça. Et après, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui va se passer en fin 2020 et 2021? Le deuxième axe subsidiaire qui nous intéresse et qui est à l'appui du premier, c'est la refonte fondamentale de la politique financière que la Banque centrale a la charge de mener. Changer les billets, pourquoi pas? Mais il faudrait que cette refonte aille de pair avec une amnistie fiscale dont vous n'avez pas les leviers, mais aussi par l'ouverture du compte en devise dont vous avez les devises. Un déferlement de la politique de change, rien que ça, pourrait permettre une bouffée d'oxygène à long terme. D'autres pays l'ont fait, ils ont gagné sur tous les tableaux. À vous, monsieur le gardien du temple. Tout d'abord, je tiens à te remercier personnellement, si tard, donc d'avoir provoqué cette discussion. Vous savez, moi, pendant ces temps de crise, parfois on n'a pas beaucoup de temps pour le partage. On est quasiment dans une logique de travail quotidien difficile. Mais bon, compte tenu de notre amitié, compte tenu aussi du fait que ceux qui ont créé cet institut, c'est des amis de longue date et que je sais qu'ils l'ont fait dans une période où les gens n'investissaient pas dans l'enseignement privé. Je crois qu'ils l'ont fait, qu'ils ont réussi à maintenir cette institution dans de bonnes conditions. Inch'Allah, pour la suite, ça va se développer et devenir des institutions beaucoup plus internationalisées. Deux, vous avez dit plusieurs fois, et je crois que vous le dites, je sais que pour les gens qui vous connaissent, que vous êtes aussi quelqu'un qui provoque, donc vous l'avez dit plusieurs fois, le temple, le roi, etc. Donc, je crois qu'on n'est plus dans cette logique où la Banque centrale, c'est le temple, on n'a rien de... Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de citadelle, il y a une institution importante dans le pays. Il y a une institution extrêmement importante dans le pays qui a toujours été importante, la Banque centrale, pour les gens qui le savent. Elle a toujours fonctionné pour préserver, au fait, ce que vous avez dit comme étant la monnaie de la Tunisie, qui est quand même extrêmement importante pour même la souveraineté du pays. Si l'Habib Bourguiba, quand il a en 1956, quand il a commencé à réfléchir sur quels étaient les fondamentaux de la souveraineté. Entre autres, c'était le dinar. Donc, on a créé le dinar, on l'a développé. Et il a mis, Allah yarham Moussil Hedi Nouira, quelqu'un qui était aussi un politique, ce n'était pas un économiste, pour les gens c'est plutôt un juriste. Mais il a appris à développer donc un secteur bancaire qui a créé la Banque centrale, et après il y a d'autres banques publiques qui ont été développées, et puis d'autres sont arrivées. Et aujourd'hui, là où on est aujourd'hui,
c'est-à-dire un secteur bancaire qui a permis donc de nous préserver aussi de la crise. Et on va y revenir parce que je pense que c'est aussi important. La Banque centrale travaille dans je dirais, un écosystème qui est très important aujourd'hui, qui permet de financer l'économie. Et j'ai vu qu'il y a une semaine, j'ai suivi sur la presse ce qu'a dit Ahmed El Karam. Je pense qu'il a eu aussi la chance de passer avec vous dans la discussion. Et j'ai vu que les discussions aussi étaient extrêmement intéressantes. Un peu pour revenir à votre question, je pense que avant peut-être de vous répondre directement à votre question, laissez-moi vous dire que moi, je suis à la Banque centrale depuis 2 ans, mais je crois que la Banque centrale, depuis, je dirais, pour un peu définir, pour ne pas dire 2011, depuis 2008, et donc ça date maintenant depuis 12 ans, depuis la crise, donc la dernière crise de 2008, donc la Banque centrale a eu à prendre beaucoup de décisions très importantes. Et on ne voit pas les décisions de la Banque centrale sont sous-jacentes à beaucoup d'autres décisions qui sont prises dans l'économie. C'est-à-dire la crise 2008, on n'a pas vu beaucoup d'impact sur l'économie de la Tunisie, peut-être parce qu'il y avait aussi cette fameuse réglementation de change, qui a fait qu'en sorte que beaucoup d'autres pays ont été touchés par la crise. La Tunisie a été moins touchée, en tout cas au niveau du compte capital. Ça, c'est aussi important de le noter. À partir de 2011, avec Mostafa Kamel Ennebli qui est arrivé en 2011, je crois qu'il a pris énormément de décisions, comme vous l'avez dit, pour faire en sorte à ce que les entreprises aient confiance et qu'ils réinvestissent, ils gardent un peu les emplois qui ont été à un certain moment, je pense, extrêmement menacés, et puis par la suite d'avoir une certaine relance de l'activité économique. Et vous vous rappelez qu'on avait un taux de croissance négatif en 2011, et puis par la suite, les choses ont mieux fonctionné. Mais le problème, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, il y a je dirais, la crise donc de politique de 2011 liée à la révolution. Mais après, on a eu beaucoup d'autres crises qui étaient premièrement liées à la transition démocratique. Et moi, je pense que la crise la plus importante qu'on a eue, c'était celle de 2015 où il y a eu donc les attentats terroristes, qui ont eu un impact extrêmement important sur beaucoup de secteurs d'activité, notamment le secteur du tourisme, qui a été, je pense, la Banque centrale a pris beaucoup de décisions importantes pour pouvoir essayer de sauvegarder ce secteur en 2015. Il a commencé à reprendre, et honnêtement, on le voyait même au niveau des indicateurs, je dirais, des banques qui étaient impliquées dans le secteur du tourisme, mais aussi au niveau d'un certain nombre d'hôtels qui commençaient à avoir une certaine reprise et qui commençaient à réintégrer donc l'activité économique, à faire en sorte à ce qu'il y ait moins de dettes, etc. On commençait véritablement à avoir une relance, une vraie relance. Les 2 premiers mois de 2020 étaient extraordinaires, même en termes de devises, etc., pour le secteur du tourisme. Donc, on était sur une année où il y avait une vraie reprise et que beaucoup d'hôteliers commençaient à repayer leurs dettes, à payer donc beaucoup de services publics tels que le Stexonet, etc. Les banques étaient en train de restructurer donc un certain nombre d'hôtels et on a eu le Covid. Ça, mais le Covid aussi, depuis 2 ans ou 3 ans, donc avec une nouvelle politique monétaire qu'on a suivie, notamment on a une politique monétaire beaucoup moins accommodante qu'avant. Vous connaissez toutes les mesures qu'on a prises, que ce soit en termes de hausse des taux, donc qui n'étaient pas populaires, mais qu'on a fait. Moi, personnellement, je dirais, le conseil d'administration de la Banque centrale a relevé 3 fois le taux, donc pratiquement de 275 points de base. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce qu'on était aussi dans une logique de spirale inflationniste. On avait des taux d'intérêt directeurs qui étaient à l'époque, je me rappelle, depuis 2018, il était à 5%. Et on avait une inflation qui est à 7%, une inflation sous-jacente qui arrivait à 9%. Et donc, on était dans une logique de spirale inflationniste et on a dû faire en sorte d'augmenter les taux, mais pas seulement les taux. On avait toute une politique monétaire qui travaille à la fois sur l'aspect donc taux, mais aussi tout ce qui est macro-prudentiel, avec donc l'indicateur donc du dépôt sur crédit qu'on a dû imposer donc aux banques, qu'on a dû donc faire en sorte à ce qu'il y ait moins de liquidités
et que je dirais, cette politique a fonctionné de telle façon à ce que on avait des réserves de devises. Je prends l'exemple de l'année dernière, on était pratiquement à 70 ou 80 jours. Aujourd'hui, on est à 134 jours, tout simplement parce qu'il y a un changement au niveau des anticipations des uns et des autres. Donc, la politique a fonctionné. La politique de change, il y a eu quand même, depuis une année maintenant, jour pour jour, quasiment une appréciation, on l'appelle la Banque centrale beaucoup plus une sorte de reprofilage donc du taux de change. Donc, il y a une appréciation par rapport au dollar, par rapport à l'euro, mais en même temps une stabilisation donc, du taux. Et cette stabilisation du taux a donné de la confiance aux opérateurs économiques. Et donc, ce qu'on a vu en 2018, donc les stocks qui ont été créés parce que les gens voyaient le dinar se déprécier, etc., on ne l'a plus revu pendant 2019 et on a vu au contraire donc un comportement qui était lié au marché, c'est-à-dire les gens qui croient que la Banque centrale est en train de faire en sorte à ce que le dinar soit à ce niveau-là, ce n'est pas vrai, donc on n'intervient pas, mais par contre, le marché fonctionne correctement et aujourd'hui, les anticipations sont bonnes. Donc, les anticipations étaient dans le... Et honnêtement, ça a permis beaucoup à ce que les gens se comportent donc normalement. Tout ça a fait que, avec bien sûr les augmentations des taux, etc., le travail qui a été fait avec le gouvernement, notamment au niveau des circuits de distribution, quand il y a eu une appréciation du dinar, ça a eu un impact très important à la fois sur l'inflation, parce que l'inflation a porté, donc a plus ou moins baissé, baisse aussi des importations qui n'étaient peut-être pas nécessaires, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté peut-être d'importer beaucoup plus qu'ils n'importaient, donc un peu je dirais, de baisse au niveau du déficit commercial, mais aussi surtout au niveau des déficits de la balance courante. Rappelez-vous qu'on était à 10% en 2018, 11% en 10% en 2017, 11% en 2018, et on a terminé l'année à 8,8%. Donc, on l'a fait baisser de 2,2%, qui était quelque chose d'extraordinaire. Même en discutant avec les organisations internationales, les bailleurs de fonds, personne ne croyait qu'on allait le baisser de cette façon. Donc, ça a été fait. Et bien sûr, cette appréciation du dinar a permis une baisse aussi de l'inflation. Et aujourd'hui, il y a quand on voit un peu l'inflation, qu'elle soit que l'inflation ou l'inflation sous-jacente, étaient en train de baisser de manière importante. Donc, le trend était à la baisse et donc on est arrivé à avoir pratiquement plus de 2 points, donc 200 points de base en termes de taux d'intérêt réel. Donc, ça, c'est quand même important de le comprendre. La deuxième, je dirais, résultat important, c'est au niveau du refinancement. Si vous regardez le refinancement l'année dernière, jour pour jour, je le voyais avant de discuter avec vous, je voyais les chiffres, on était à 16,3 milliards de dinars de refinancement. Aujourd'hui, on est pratiquement à 10 milliards de dinars de refinancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc l'interbancaire fonctionne mieux. La question de la liquidité n'est plus une question qui est la question la plus cruciale, la plus importante. Donc, elle est beaucoup moins importante. Donc, comprenez que on a fait tout un travail en termes de politique monétaire, politique de change, bien sûr, avec le travail qui a été fait aussi au niveau du ministère des Finances en termes de déficit primaire, en termes de déficit donc budgétaire qui l'ont ramené à pratiquement 3,5%. Ça fait qu'ensemble, donc il y avait une logique de policy mixte qui a permis qu'au niveau macroéconomique, on arrive à ces niveaux-là. Maintenant, il y a eu le Covid, donc qui est arrivé. Donc, il touche directement à la fois l'offre et la demande, et comme vous l'avez dit, c'est complètement inédit, donc personne ne pouvait l'attendre. Et donc, il y avait, je pense, des priorités qui étaient beaucoup plus donc sanitaires, et la Tunisie donc est rentrée, comme tous les autres pays du monde, dans cette logique à la fois de préserver la santé, et puis par la suite de ne pas perdre donc l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde la gestion donc de l'aspect sanitaire, c'est-à-dire moi, si j'avais 3 hypothèses, comme vous l'avez dit, basse, haute donc, aujourd'hui, je crois qu'on a eu la meilleure hypothèse possible, c'est-à-dire que on est en train de déconfiner, on est en train de faire en sorte à ce que les gens reviennent à leur activité, mais quand même, il y a eu quand même plus de 7 semaines où les gens n'ont pas travaillé. Et donc, soit ils ont été payés, soit ils doivent être payés, des entreprises qui n'ont pas travaillé, qui doivent revenir.
Et donc, il y a beaucoup de problèmes. Je crois que la Banque centrale a pris tout de suite des décisions importantes. La première, je crois qu'on l'a fait début mars. Hein. Donc, je crois que le conseil d'administration on a très vite réagi. Premièrement, on a baissé les taux. Deux, on a accordé donc la possibilité aux banques, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les entreprises, donc d'avoir le report donc de 6 mois donc pour les entreprises et de 3 mois pour les gens plus de 1000 dinars et 6 mois pour les gens à moins de 1000 dinars, donc pour les particuliers. C'est des décisions qui vont être extrêmement importantes et certainement coûteuses aux banques. Donc, ça, c'est fait, on l'a fait de manière. Deux, on a baissé le taux de 100 points de base. Donc, beaucoup de gens disent, on peut en discuter par quoi c'est peu ou pas. Mais aujourd'hui, donc on l'a fait. Si on était à des taux d'intérêt réel négatifs, peut-être qu'on n'aurait jamais pu le faire. Donc on l'a quand même fait baisser. En termes de liquidité, on a pris beaucoup de décisions importantes. Et la dernière, c'était, et on peut la discuter, le circulaire Covid qu'on vient de sortir, qui est à mon sens extrêmement important, où la Banque centrale a pris des décisions extrêmement courageuses. Donc, de pouvoir aller jusqu'à la classe 3, de pouvoir accorder donc, aux entreprises la liquidité qu'ils veulent pour pouvoir donner la liquidité aux entreprises. Et je pense que ça, c'est une première que la Banque centrale a faite et qu'on pourrait éventuellement discuter. Donc, on a aussi fait en sorte à ce que les décisions qu'on prend au niveau de la ligne Covid donc n'impacte pas donc le crédit sur dépôt, donc il ne rentre pas dans le calcul du crédit sur dépôt. Donc les banques peuvent refinancer sans pour autant qu'ils soient contraints par le loan to deposit, qui est quelque chose d'extraordinaire aussi. Donc la Banque centrale aussi l'a fait. Et donc on a créé un instrument de refinancement de 1 mois aussi pour le leasing et pour les banques islamiques. Donc aussi ça c'est quelque chose qui est déjà dans le pipe. Et toutes ces mesures-là sont venues pour soutenir donc l'activité économique et que pendant cette période difficile, donc ils arrivent à financer ce qu'on appelle les besoins à fond de roulement. Donc c'est plutôt cela qui va être payé et demain les entreprises vont pouvoir payer leurs salariés, vont pouvoir payer donc leurs charges variables, etc. Et j'espère que dans les 2 mois qui vont venir, donc on va être dans d'autres types certainement de mesures pour pouvoir relancer l'économie. Une de ces mesures-là, on est en train déjà de la discuter sur les bâtiments travaux publics où la Banque centrale va avec le ministère des Finances essayer de trouver les moyens de financer donc une activité qui est extrêmement importante, où l'effet multiplicateur sur l'économie est important, pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on revienne je dirais, pas seulement à la préservation de l'emploi et des entreprises, mais aussi à créer de la valeur et à développer donc des activités économiques importantes qui permettraient éventuellement d'avoir plus d'emplois. Donc voilà le contexte dans lequel on est en train d'évoluer. On travaille beaucoup avec le ministère des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, avec la présidence du gouvernement. Et il y a 2 jours, j'avais une réunion avec le président du gouvernement. Je crois qu'on a une réunion quasi hebdomadaire où on se voit. J'ai une réunion quasi hebdomadaire avec les banques. Donc, on travaille de manière aussi extrêmement proche avec les banques. Et on sait que vous avez dit taux de croissance de -6, -7, -10. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire quel serait éventuellement. Personne aujourd'hui, regardez, même les institutions internationales sont en train de changer leur outlook pratiquement chaque 10-15 jours. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, etc. Personne n'est capable de vous dire aujourd'hui quel serait le prix du baril. C'est vrai, on en parle, mais personne n'est capable de vous dire quel serait le prix du baril dans 6 mois, 1 an, etc. Et il y a des estimations qui sont faites et on les utilise, mais personne n'est capable de vous dire exactement comment ça va être. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est d'être capable de sauver le maximum d'entreprises et de leur permettre d'être capables de se mettre debout et de retravailler quand les conditions vont le permettre. Et donc, les conditions sanitaires aujourd'hui sont peut-être, on les a, moi je pense, extrêmement bien gérées. Inch'Allah, il n'y aura pas de rebond. Inch'Allah, on sait gérer la prochaine période telle comment on l'a gérée, parce que ça ne dépend pas seulement du gouvernement, ça dépend aussi des comportements donc des gens, mais aussi il faudrait sur le plan économique d'avoir un peu cet changement de paradigme. Donc il faut être très très proche des acteurs économiques les plus importants pour qu'ils puissent avoir l'aide quand il le faut. La question du timing est très très importante parce qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus attendre. Voilà la logique dans laquelle on est. Et on a des équipes qui travaillent, on a des équipes qui n'ont pratiquement pas pris de
aucun jour de vacances. Hein. Et la dernière nouvelle, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Et au niveau des digital, ce qu'on est actuellement en train de faire ensemble, on utilise les technologies. On a vu qu'on a pu les utiliser de manière assez rapide et assez facile durant cette période de Covid. Fadl. Monsieur le gouverneur, j'aurais Fadl, trois questions. Nous avons deux secteurs, tous les secteurs confondus, toutes les branches sont sinistrées ou presque. Mais il y a deux secteurs qui sont vraiment sinistrés, le bâtiment et le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous spécifier exactement les grandes lignes de l'appui monétaire au secteur du bâtiment et celui du tourisme? Rapidement. Oh, je te réponds directement. Le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme est un secteur qui comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de chocs importants. Il y a eu le choc de 2011, il y a eu le choc de 2015, il y a eu le choc de… Donc ce choc-là qui est un choc extraordinairement important. On a travaillé beaucoup avec le ministère du Tourisme sur le Conseil des ministres qui a permis d'avoir un certain nombre de mesures. Je crois que vous les avez suivies. Je ne vais pas les répéter. Du point de vue de la Banque centrale, qu'est-ce qu'on a fait? Du point de vue de la Banque centrale, aujourd'hui, et quand vous voyez par exemple le circulaire qu'on a fait, par exemple sur le Covid, pour payer donc ce qu'on appelle les besoins d'enfants de roulement. Aujourd'hui, vous remarquerez que on va financer pratiquement donc le découvert et le court terme pour une période de 7 ans, avec 2 années de grâce. C'est très important. Et derrière, il y a les fonds de garantie qui sont donnés par l'État. Donc, pour financer, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur du tourisme qui sont classées classe 4, classe 3, mais beaucoup dans la classe 4. Donc aujourd'hui, le ministère donc le ministère des Finances, avec la garantie, les discussions qui sont actuellement en train d'être faites avec les banques du cas par cas, vont permettre à beaucoup d'entreprises du secteur, notamment hôtelier et touristique, d'avoir un accès à un financement pour gérer cette période de crise et de préserver les emplois, de préserver les activités. Il faut croire qu'il y a un mois, on n'était pas sûr qu'on allait avoir peut-être 20, 30, 40% de l'activité. Aujourd'hui, j'espère qu'avec les décisions qui ont été prises hier sur le déconfinement, on a déjà annoncé que le 27, ça va être… on a annoncé que le 4 juin, les entreprises touristiques peuvent ouvrir. On a annoncé que le 27 juin, il va y avoir donc ouverture des frontières. On est en train… il y a beaucoup d'hôteliers, d'agences de voyage et surtout de TO qui sont intéressés par la Tunisie. Hier, il y a eu une très, très importante institution, je dirais, de médias internationaux qui a dit que la Tunisie fait partie des 7 destinations qui peuvent être extrêmement dynamiques après Covid. Et c'est Forbes ce qu'il a dit, c'est très important. Il faut qu'on utilise ce genre d'informations pour faire en sorte, parce que nous, honnêtement, montrez-moi le pays avec les moyens qu'on a, qui a réussi donc de contenir le fléau, donc la pandémie au niveau du Covid. Donc on l'a fait parce qu'on a été précurseur. Et là, je salue quasiment toute l'armée blanche, mais aussi les généraux. Madame la ministre de la Santé dès le départ, je crois pas qu'en France, ils ont fait exactement ce qu'on a fait en termes de détection au niveau des aéroports. Je pense que Madame le ministre de la Santé a pris des décisions extrêmement courageuses dès le début. Ils ont un conseil scientifique. Après, donc, le ministre a continué. Je crois le gouvernement a pris les bonnes décisions, très difficiles. On les a prises. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait l'utiliser en tant qu'opportunité. Donc, je pense que le tourisme, au niveau du refinancement, je pense que la Banque centrale a fait ce qu'il fallait. On a la possibilité de refinancer les banques. On travaille de manière proche avec les 3 ou 4 banques qui détiennent le plus je dirais, d'actifs hôteliers qui ont des difficultés, etc. Donc, on travaille avec la STB, la BIAT et je pense
si je ne me trompe pas, la Banque de Tunisie et AMM Bank, donc qui ont le stock le plus important. Mais comme vous le savez, parce qu'il y avait la Banque de développement touristique, c'est plutôt l'ASTB qui a je dirais, le portefeuille le plus important. Et on travaille de concert. On est extrêmement proche et on veut aider à ce que ces entreprises-là ne perdent pas leur emploi, ne perdent pas les capacités pour qu'ils puissent fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que, Inch'Allah, on va ouvrir les frontières. Inch'Allah, il y aurait du tourisme qui viendrait de l'Europe, il y aurait aussi du tourisme médical, balnéaire, etc., qui viendrait aussi de l'Algérie, de la Libye. Ça, c'est aussi très important. Si on arrive à contenir et qu'on n'arrive pas à avoir les 100%, à avoir 50, 60, 40%, je pense que c'est à la fois de la croissance et c'est à la fois, je dirais, une manière de gérer cette crise-là. Et moi, je suis fondamentalement convaincu qu'on va y arriver. Il y a des protocoles sanitaires qui sont extrêmement bien acceptés par les agences de voyage et l'été au niveau international. On a des échos. Et aujourd'hui, il faut avoir une équipe dédiée qui travaille à l'international pour faire en sorte que on gère ce que j'appelle en anglais le stop loss. On stoppe les pertes. Donc, et puis, Inch'Allah, l'année d'après, on serait capable donc de reprendre dans de bonnes conditions. Qui, à mon sens, aussi très important. Vous liez sur le secteur du tourisme. Il faut profiter de cette crise pour avoir un autre modèle économique au niveau du secteur du tourisme. Il faut que ce qu'on n'a peut-être pas fait en 2011, on le fait maintenant sur la dette du secteur du tourisme. Et ça, c'est très important. C'est une question à laquelle on est attelé et on va travailler avec les hôteliers, avec les autres opérateurs du secteur du tourisme, avec les gens du voyage, à ce qu'on gère cette question de la dette de manière définitive et qu'on le fasse sur une période longue. Tout ce qu'on a fait comme pendant les dernières années, vous savez que ça n'a pas bien fonctionné parce qu'il n'y avait pas d'adhésion. Je pense qu'avec cette crise-là, il faudrait prendre de plein pied je dirais, ce problème-là et de le gérer de manière conséquente. S'il vous plaît, et pour le bâtiment on est en train de travailler. Demain, je vais avoir une réunion avec l'UTICA, donc avec la fédération, avec laquelle déjà j'ai discuté pendant 2 mois. On a discuté pendant un certain temps, ils sont venus nous voir. Le secteur du bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. Je suis convaincu de cela. C'est l'effet multiplicateur. Et vous êtes un excellent macroéconomiste, on a une discussion avant sur l'effet multiplicateur, donc keynésien, etc. Je suis fondamentalement convaincu que c'est un secteur où on investit 1 dinar, on a plusieurs dinars donc, au niveau de l'économie. Et c'est un secteur qui a beaucoup de technicité. C'est un secteur où il y a énormément de travail à faire. Et donc, et puis c'est un secteur qui, ils sont pas nombreux, mais ils sont extrêmement bien structurés. Et donc, avec lesquels on peut fonctionner, on voit l'effet. Et donc, la question est une question de dette publique. Donc, la dette publique, donc le ministère des Finances, doit de l'argent à beaucoup d'opérateurs, pas directement, peut-être même à travers des entreprises publiques ou à travers des municipalités, etc. Donc, le montant va être défini par le ministère des Finances. La question pour nous, c'est comment financer le ministère des Finances à financer. Et pour moi, et pour la Banque centrale, c'est une question de stabilité financière. Parce que si, au lieu d'aller s'endetter auprès des banques de manière difficile, ils ont leur propre argent, donc ils payent les banques. Et les banques, il y a un retour de confiance. Et si de l'autre côté, il y a de l'investissement public aussi pour que les choses fonctionnent, et il y a beaucoup je dirais, de projets qui sont arrêtés, qui sont à financement international, avec la BI, l'IBRD, la Banque mondiale, etc. Donc, véritablement, ça, c'est quelque chose de facile à faire. Et donc, il faut se mettre d'accord. La Banque centrale le fait. Et pour nous, ce n'est même pas, c'est pas un financement. Je ne suis pas en train de financer quelque chose qui va être inflationniste. Au contraire, je suis en train de financer quelque chose qui va avoir un impact clair, précis, sur l'activité économique et sur la stabilité financière. Parce que ces gens-là vont payer les banques, et les banques vont fonctionner, vont leur donner de l'argent, et l'activité économique revient. Et c'est, je pense, c'est l'objet aussi de notre discussion. Oui, très bien. Juste une petite question, Monsieur le Gouverneur. C'est à oui. Juste une petite question, Monsieur le Gouverneur. Croyez-vous que des taux d'intérêt supérieurs à 8 et à 9% peuvent doper les entreprises et les inciter à rebondir, à investir et à employer? Voilà, c'est une question qui est… Avec des taux très élevés.
Vous dites des taux élevés. C'est une question que elle m'a toujours été posée. La question des taux, vous le comprenez très bien, elle est liée fondamentalement aussi au taux d'inflation. Le taux d'inflation aujourd'hui, il est à 6,3. Le taux directeur, il est à 6,8. Donc le TMM est à 6,80. Aujourd'hui, 6,80, 6,80. Donc aujourd'hui, ça, c'est les taux. Donc, les gens parfois nous comparent à l'Europe où les taux sont négatifs, où l'inflation est quasi nulle. Donc, ce n'est pas comparable. Donc, on est dans une économie où on doit faire attention parce qu'à la fin, l'objectif d'une banque centrale, c'est aussi de faire attention à l'inflation. Imaginez demain, vous avez une inflation à 2 chiffres. À ce moment-là, tout notre pouvoir d'achat va être érodé et vous n'allez plus avoir confiance dans votre monnaie. Donc, c'est une question importante. Maintenant, vous me dites, est-ce que on peut travailler à 8% ou 6%? S'il y a des secteurs, et je pense que le gouvernement a pris une décision en termes d'investissement, notamment pour les PME, de bonifier les taux de 3 points pour l'investissement. Il l'a fait, c'est une décision qui a été faite par donc, le gouvernement donc, de Chaid et qui a été inscrite dans le budget de 2020. Moi, je pense qu'il faut, si on veut aller financer, aider des secteurs qui pensent ou qui, à juste titre, que le taux est relativement élevé, donc il y a des possibilités de faire affaire de manière budgétaire. Maintenant, il y a un coût d'opportunité au niveau de l'économie, qui, à mon sens, le plus important, c'est le taux d'inflation. Le plus important, c'est qu'on travaille pour que ce taux baisse. Et si ce taux baisse, le taux baisse. Et ça, si moi, je n'avais pas la possibilité de baisser de 100 points de base, si je n'avais pas une inflation qui a baissé. Et c'est l'inflation qui a baissé parce qu'on a pris des décisions difficiles il y a 2 ans qui nous a permis de baisser le taux à 100 points de base. Maintenant, il y a beaucoup de discussions théoriques, etc., sur pendant cette période de crise, est-ce qu'on peut baisser à des taux d'intérêt réels négatifs? Moi, je vous pose la question suivante. Si dans 6 mois, l'inflation augmente, est-ce qu'aujourd'hui, on accepterait une hausse conséquente du taux? C'est une question que je pose aussi à la personne qui vous a posé la question. Donc, c'est très important aujourd'hui d'être là où on est, c'est pas facile. Moi, j'ai bien envie de faire plaisir aux gens, baisser les taux, etc. C'est bien beau de faire du populisme, mais là où on n'a pas le droit de se tromper aussi. Oui. Ouais. Le deuxième axe, Monsieur le gouverneur, le deuxième axe, vous savez très bien, vous êtes bien placé pour le savoir, que l'essentiel des liquidités en Tunisie, elles ne sont pas dans les banques, elles sont ailleurs. Il y a énormément d'encaisses oisives, aussi bien en dinars qu'en devises. Est-ce que la Banque centrale pourrait faire, prendre comme mesure, comme objectif, pour refondre la politique financière via un changement de billet, une amnistie fiscale, dont vous n'avez pas d'ailleurs les leviers. Changer les billets, est-ce que c'est jouable pour vous? Là, c'est une très bonne question. Et je crois que depuis que je suis arrivé à la Banque centrale, on me pose la même question. Est-ce qu'il faut changer les billets? Est-ce qu'il faut changer les billets de 50 dinars? Je viens de faire une note que je vais envoyer au gouvernement. Donc, j'ai dû la faire passer au niveau du conseil d'administration sur cette question du cash. Je la partagerai avec toi. Quand je suis arrivé, il y avait même quelqu'un, je me rappelle, qui était dans une conférence importante, et quelqu'un a dit il y a 12 à 13 milliards de dinars qui sont en dehors. Donc, ce que vous venez de dire. Plus de cash en dehors du système que dans le système. Premièrement, ce n'est pas vrai. La majorité est dans le système, pas en dehors du système. Et on a fait des études. Je partagerai aussi avec toi l'étude qu'on vient de faire et qu'on vient d'actualiser maintenant, parce que c'est une question qui a été une question politique. Elle est au Parlement, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'il faut faire une amnistie de change, une amnistie de cash, etc. Donc, c'est une question qui est sur la table. Donc, on a fait
Il y a 2 ans, on a fait au fait 2 manières de calculer un peu ce qu'on appelle un peu la monnaie qui n'est pas dans le système, qui ne rentre pas dans l'économie. Parce que quand vous dites aujourd'hui, on a des BMC, billets monnaie en circulation, ils sont aujourd'hui pratiquement à 15 milliards. Et on a vu qu'il y avait pratiquement ces périodes de 2 mois, il y a pratiquement presque 1,5 milliard donc, de plus qui est sorti donc, des banques parce qu'il y a le Covid pour des encaisses de, je pense, de sécurité. Les gens mettent de l'argent parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller retirer de l'argent dans les banques. Vous vous rappelez l'histoire des chèques, etc. Donc, plein de gens ont dit pourquoi ils ont retiré l'argent. Donc, il y a, pour des motifs, on connaît pourquoi ils l'ont fait, mais il faudrait aussi être très factuel. Comment ça s'est fait? Maintenant, cet argent-là, il est dans l'économie. Il y a une partie qui peut ne pas être dans l'économie. Ça veut dire quoi? Donc, elle est dans ce que je dirais, dans le cash economy. Le cash economy peut être 3 types de cash economy. Ça peut être dans le secteur agricole. Ils ne sont pas bancarisés. Donc, les agriculteurs ne fonctionnent pas toujours avec, parfois dans les marchés agricoles, les marchés, ils fonctionnent en cash. Pas fondamentalement, tous passent par le marché de Bir al-Qas'a, même Bir al-Qas'a, ils utilisent le cash. Donc, il y a de l'argent. Et puis, il y a de l'argent dans le secteur du commerce. Donc, tout cet argent-là est un argent, à la limite, il est dans l'activité économique, ce qu'on appelle formelle ou informelle, mais légale. Ce qui me dérange, c'est celui qui n'est pas dans l'activité économique légale, même informelle. C'est celui qui, dans la contrebande, ou qui dans ce qu'on appelle un peu le money laundering, donc tout ce qui est fuite de l'argent pour des motifs qui peuvent être illicites, etc., etc. Je pense que l'argent qui ne rentre pas dans l'activité économique, nous, on l'évalue à plus de 4 milliards de dinars. Moi, je pense que 2 pays utilisent beaucoup notre monnaie pour les transactions, notamment l'Algérie et la Libye. Parce qu'il y a un commerce transfrontalier qui est extrêmement important. Et moi, quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais fait beaucoup de travaux sur les cross-border. Je crois que les 2 ou 3 études qu'on a faites, 2013-2016, montrent qu'il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de, je dirais, de transactions qui étaient faites, que ce soit sur leur monnaie, les monnaies locales, avec les devises. Parce qu'il y a des arbitrages qui sont faits par les… C'est important. Mais pourquoi? Parce que les Algériens viennent chez nous, les Libyens viennent chez nous, et pas fondamentalement, ils utilisent toujours leur devise. Donc, ils utilisent notre monnaie et leur monnaie. Et ces monnaies-là ont un cours qui est pratiquement proche des devises au niveau du marché. Au niveau du pays, on a créé ce qu'on appelle la convention UMA. Donc, les pays peuvent fonctionner de cette façon. C'est-à-dire, on a cette manière, mais elle n'est pas très utilisée parce qu'il y avait cette problématique, je dirais, dépréciation des monnaies relatives, et donc les gens ne l'ont pas beaucoup utilisée. Deuxième problème majeur qui existe, c'est au niveau des subventions, au niveau des différents pays. Si vous avez une énergie qui coûte 100% moins cher ou 80% moins cher de l'autre côté de la frontière, donc vous êtes enclin à la ramener, et il y a une manière de le gérer. Si vous avez un trafic de pneus, si vous avez un trafic de, je ne sais pas, de vidéos, je ne sais pas quoi, donc vous pouvez le faire parce que les marchés ne sont pas parfaitement fermés. Et donc, du coup, je pense que le travail le plus important à faire, et ça a été fait dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, c'est de faire en sorte à ce qu'on harmonise donc les taux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que les Libyens et les Algériens feront comme on est en train de le faire aujourd'hui, donc de sortir de cette, je dirais, problématique donc des subventions énergétiques et des subventions en général, de faire de véritables cash transferts pour que les prix soient des prix équivalents. À ce moment-là, vous allez voir qu'il y aura énormément de baisses, et bien sûr, il faudrait de l'autre côté qu'il y ait énormément d'investissements au niveau des zones frontalières. Et donc, c'est la manière dont on gère, comment on peut casser le cash et faire en sorte à ce que le formel devienne formel. Ça, c'est pour peut-être une autre période. Mais pour le moment, moi, je pense que beaucoup d'argent circule au niveau des zones frontalières. Moi, j'imagine à près de 2 milliards. 1 milliard en Libye, 1 milliard peut-être en Algérie. Et 2 milliards fonctionnent dans ce que j'appelle le commerce transfrontalier, etc. Maintenant, est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, si vous leur dites, faites rentrer votre argent au niveau des banques, est-ce qu'ils auront confiance pour qu'ils remettent leur argent au niveau du secteur bancaire? Je vous pose la question à vous. Moi, je ne le crois pas.
Donc, je ne crois pas qu'ils vont le faire, en tout cas au niveau du cash. Monsieur le gouverneur, s'il y a une amnistie fiscale, comme ça a été fait en Algérie ou en Ukraine, etc., qui fait que il ramène le fric, on lui pompe 5 ou 6% et on lui donne un quitus, le problème est réglé. Bon, ceci étant, c'est un problème à étudier et je suis d'accord avec vous sur ce point. Il y a un deuxième point. Non, je vous réponds sur un autre problème que je n'ai pas évoqué. Et c'est tard. Je vous réponds parce que j'ai oublié quelque chose de très, très important. Très, très important. Depuis 2 ans, les gens ne font pas beaucoup attention à ce qu'on fait. Ils critiquent beaucoup. Quand on a été intégré dans ce que j'appelle un peu la liste grise donc du GAFI, beaucoup de critiques ont touché la Banque centrale, donc le gouvernement, etc. Quand on est sorti du GAFI, on était les premiers à en sortir en 18 mois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dit extraordinaire. On l'a fait en 18 mois et on est sorti du GAFI. Lyon, moi, je l'ai dit. Hein? Moi, je l'ai dit. Pas beaucoup. Donc, ce que je vous dis, Lyon, on est encore soumis aux mêmes règles. Aux mêmes règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on décide ce genre de mesures, il faut qu'au préalable, on le discute avec le MENAGAFI, etc. Il faut qu'on suive les règles. Aujourd'hui, l'Algérie dont vous parlez, qui en fait, c'était quasiment considéré comme étant pour le GAFI, considéré comme étant du blanchiment d'argent. Parce que est-ce que vous avez posé la question d'où ça vient? Est-ce qu'il y a eu les KYC, donc Know Your Customer, etc., donc toutes les procédures. Aujourd'hui, en Tunisie, vous ne pouvez pas mettre de l'argent dans une banque sans pour autant, il y a des montants, il y a une procédure, il y a tout un travail qui a été fait pendant ces 2 dernières années pour que les banques développent, mais vous n'imaginez pas le travail qui a été fait par les banques et par la Banque centrale et par les assureurs et par les joailliers, et par quasiment le ministère du Commerce, le ministère du Transport, etc. Toutes les agences gouvernementales qui traitent les notaires, les avocats, etc. Et les experts comptables, tout le monde aujourd'hui fait attention quand il fait un contrat pour qu'il n'y ait pas du money laundering derrière. Donc, et donc, c'est des procédures longues, difficiles, etc. Donc, on doit aussi se soumettre à ce genre de choses. Sinon, les répercussions, comme vous les connaissez parfaitement, sont économiquement extrêmement coûteuses. Oui, bien, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Le troisième point est très important. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez participé à une grande réunion à Casbah pour un plan de relance. Je crois que c'était hier. Quels seraient les contours de l'appui de la Banque centrale pour un plan de relance budgétaire et fiscale? Est-ce que moi, je vais vous dire que moi personnellement, ce que je pense profondément, je pense que la Tunisie a, et ça c'est aussi très important ce que je vais vous dire, c'est quand on a eu la crise. Aujourd'hui, je viens d'avoir un SMS qui vient de Sislim Azeb, le ministre de la coopération internationale, me disant que ça y est, le conseil d'administration de l'ABAD vient de siéger et donc il nous accorde 180 millions dans le cadre un peu de cette gestion de crise, etc. Nous-mêmes, au niveau de la Banque centrale, ministère des Finances, mais on a eu des discussions avec le Fonds monétaire international et je me rappelle que le montant au départ était de 375 millions de dollars et en même pas 4-5 jours, donc il y a eu discussion et le montant a été multiplié par 2. Donc on a eu 750 millions de dollars et on a été les premiers à les avoir. Aujourd'hui, on vient de terminer une très, très difficile discussion. C'est le gouvernement, c'est l'équipe du ministère de la Coopération, bien sûr, avec quasiment tout le monde. Chacun a été impliqué dans la fameuse matrice pour la première fois en Tunisie. On
négocie une matrice unique, où il va avoir ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté. Et c'est une seule matrice où il y avait quasiment la Banque mondiale, donc les autres bailleurs de fonds, KfW, etc., etc. Et chacun a ses propres mesures. Et après, il y a une cohérence entre les mesures. Et là, je pense que les discussions qu'on a eues, c'est des discussions d'une très grande, je dirais, sur profondeur au niveau économique. Donc, Hedi, c'est en train d'être fait. Inch'Allah, dans les prochains jours du mois de juin, j'espère, on va voir aussi un passage devant le board de la Banque mondiale pour un montant conséquent. Et il y aura beaucoup de bailleurs de fonds qui vont s'impliquer. Vous vous rappelez, 600 millions de l'Union européenne. Je crois qu'il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui n'ont pas eu le même montant. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au niveau international, on croit à cette économie de la Tunisie. Ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui en termes de résilience nous permet de nous dire que, voilà, on est en train de trouver notre chemin et qu'on est en train d'arriver à trouver des compromis difficiles, mais quand même, on est en train de fonctionner de la manière la plus, je dis, économiquement, dans le cadre un peu des difficultés qu'on a. Le domaine des possibles est énorme. Mais on est en train de trouver le chemin pour pouvoir nous en sortir peut-être avec le moins de dégâts possible. Aujourd'hui, on ne parle pas de croissance, on parle de décroissance, mais combien? Donc, on est en train d'y aller. Et la communauté internationale a suivi. De ce fait, on a eu, quand même, on a fait ce qu'il fallait en termes de... Parce qu'on ne peut pas aller sur le marché international. Donc, on a pu quand même mobiliser beaucoup de financements internationaux et dans de très bonnes conditions. C'est du concessional financing. Donc, avec des taux qui sont, je pense, extrêmement compétitifs sur des périodes longues. On est actuellement en train de négocier avec le Fonds monétaire le nouveau IFF, Extended Fund Facility, et qu'on vient de terminer deux semaines de négociation, enfin de discussion sur les lessons learned. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Comment on est en train d'arriver? Sur véritablement des questions spécifiques. Les cadres de l'administration, plein de gens ont été confrontés à ces discussions. Et aujourd'hui, on a les moyens d'avoir une autre discussion, même avec le Fonds monétaire international. Tout ça me permet de vous dire quoi? Permet de vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de trouver les moyens, donc de parler, peut-être gérer la crise, mais sortir de crise comment? Et quelles seraient éventuellement donc les réformes importantes à faire? Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, dans ce cadre-là, on a eu cette discussion hier. Et pour la première fois, donc, je pense qu'on met autour de la table beaucoup de gens qui, fondamentalement, peuvent ne pas être d'accord. Et donc, ils ramènent leurs idées, ils ramènent leurs propositions. Et le gouvernement, donc, il y a cette liste de réformes possibles, etc. Et donc, je pense qu'ils vont rester ensemble. La Banque centrale, qu'est-ce qu'elle peut faire? La Banque centrale, c'est l'advisor du gouvernement, c'est le conseiller financier du gouvernement. Et donc, la Banque centrale est là pour aider le gouvernement à financer donc, les banques qui vont faire le travail donc, pour financer l'économie. Et c'est ce que je disais, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour ce qu'on a fait au niveau du report, ce qu'on a fait aujourd'hui au niveau de notre réglementation, que ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 jours sur le Covid, la fameuse circulaire sur les paiements, le mobile payment qu'on vient de faire sortir. Aujourd'hui, demain, vous allez voir une autre circulaire qui va permettre même donc à différents secteurs, même le microcrédit, etc., de se faire refinancer à l'international sans pour autant avoir l'accord de la Banque centrale, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte à donner beaucoup plus de flexibilité pour que les agents économiques puissent fonctionner dans de meilleures conditions. Voilà ce que la Banque centrale est en train de faire. Et je crois qu'on est en train de le faire dans de bonnes conditions avec le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Selma, est-ce que tu as des questions? Oui, nous avons des questions. Oui, c'est incroyable. Je vais faire donc, alors, on va commencer les questions. Il y a beaucoup de questions, mais on va choisir une raison. Alors. Oui. Alors, la question. Alors, il y a une question, donc, oui. La pandémie n'est pas d'hier, son impact s'est manifesté depuis janvier. Alors, soit 5 mois pleins. Or, la Banque centrale réagit goutte à goutte. Pourquoi?
اولا sommes d'accord sur ça sur janvier وقتاش شكون اللي قال janvier بدات الكريز تاع الكونديشن Disons, en gros, c'était ça. Mais enfin, bon. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord que ce soit mois de En janvier. Tunisie, mars. Donc, si on est en mars, on a mon conseil d'administration, c'était le 19 mars. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme réaction? La pandémie a été, elle a commencé en janvier et son effet, c'est ce que j'ai cru comprendre, se manifeste depuis janvier. Mais sur la Tunisie, un peu dans le monde. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'on ne va pas écouter pendant les l'heure dans. Allez, je crois que j'ai parlé pendant 1 heure. Je n'ai pas l'impression que j'ai été écouté. Je ne crois pas que je suis capable de reprendre ce que j'avais dit. Donc, non, je ne crois pas que ce soit goutte à goutte. Je ne crois pas qu'on n'a pas fait des choses. Voilà. En fait, je crois que la question serait la suivante. Non, la question a été posée dès le début donc, de la conférence, je crois. Seulement. Oui, d'accord, mais moi, personnellement, oui. où on pose des questions après ce que j'ai dit, voilà, je ne vais pas revenir. Je crois que j'ai expliqué, donc je crois que la réponse est là. Je crois que la réponse est donnée. Est-ce que la Banque centrale a pu faire pendant ces… En fait, parce que j'ai l'autre… oui, tout à fait. Ici, c'est que est-ce que la Banque centrale va encore prendre d'autres mesures ou alors elle gère au jour le jour? Est-ce qu'il y a une stratégie? Non, on ne gère pas le jour au jour. Je vais vous dire, on sait que les questions sont des questions quotidiennes. On gère chaque jour des problèmes énormes. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour la Banque centrale de fonctionner avec 25% seulement de son effectif, et les banques aussi, hein, avec tous les plans de continuité des activités qu'on a pu faire, etc. De le faire avec les télétravail. Est-ce que vous pensez qu'une banque centrale, si elle n'était pas bien organisée, elle aurait été capable de le faire? Donc, on l'a fait. Est-ce qu'il y a eu de l'argent qui n'a pas été distribué au niveau du fin fond du pays? Ça a été fait. Quand on a même on nous a demandé d'être impliqués dans ce qu'on appelle donc le portefeuille électronique, etc., le e-wallet, on l'a fait pendant quasiment le soir, donc durant le week-end, etc. Et qu'avec le ministère des Technologies, avec la Poste, avec le ministère des Finances, on a pu quand même le faire, bien sûr, avec aussi des opérateurs du secteur privé, etc. Donc, on a pu le faire. Donc, la Banque centrale réagit. Elle est dans une logique stratégique, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est la stratégie du gouvernement, comment il réfléchit sur la sortie de crise, mais regardez comment nous, on a géré la pandémie. Il y a eu un mort du secteur bancaire, donc l'UIB, Sichrif, il a été touché par le Covid directement, c'est-à-dire on a ouvert les banques, on a ouvert même les bureaux de change. Donc, on a fonctionné en mode PCA et ça nous a permis donc de faire face avec 30% de nos effectifs, et les autres étaient en télétravail, etc. Donc, présentiel, effectif. Toutes nos succursales ont fonctionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail opérationnel a été fait, et le travail, aujourd'hui, tous les gens qui ont eu leur salaire payé, tous les gens qui ont eu un report de leur crédit, je crois que ça, c'est facile à faire. Donc, la Banque centrale, ce n'était pas du goutte à goutte. Elle a très bien fonctionné avec les banques, et on fait partie des gens qui ont pu faire en sorte à ce que ce confinement-là se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, déconfinement, on a déjà fait sortir les mesures. Le plan Covid, le financement Covid est là, donc les banques peuvent l'utiliser. Et donc, demain, dans leur financement, il va être utilisé par les banques. Pour les sociétés de leasing, la même chose. Pour les banques islamiques, c'est la même chose. Donc, on l'a mis en place et les gens vont l'utiliser. Donc, je crois que le travail a été fait. Et moi, entre-temps, vous avez bien entendu que l'Union européenne nous a fait sortir de la liste. Ça, c'est aussi un travail qui a été fait pendant la période du Covid. Donc, ça veut dire quoi? Et qu'on a fait des financements internationaux très importants qui ont permis à ce que les gens, le gouvernement puisse payer. L'argent qui a été… Tout ça a été fait pendant la période du Covid. Et tout ça a été fait dans des périodes… On est le premier pays à l'avoir fait. Donc, si vous
Tout ça, vous jugez que c'est du goutte à goutte. Moi, je ne comprends pas comment résoudre. Moi, je sais de répondre. C'est une interprétation de la question telle que j'avais sous les yeux. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, quel est, d'après vous, est-ce que vous êtes optimiste? Tu me connais depuis longtemps. Moi, je suis toujours un optimiste. Mais je ne suis pas un optimiste, comme je l'ai dit quand j'ai pris la charge de la Banque centrale. Je ne suis pas un optimiste béat. Je ne crois pas que les choses vont arriver. Quand vous ne travaillez pas, vous ne faites pas votre travail. Là, on est des gens rationnels, sérieux, extrêmement factuels. On regarde les chiffres, on discute beaucoup avec les gens, on ne prend pas de décisions hâtives. Et ça, vous l'avez dit, ça, c'est peut-être un peu la citadelle de la Banque centrale. C'est une équipe qui a été formée depuis plus de 60 ans. Et les gens sont dans une logique où ils réagissent calmement aux problèmes, ils les voient. On a des discussions qui se font entre les départements. Vous n'imaginez pas combien c'est difficile de faire sortir une circulaire de la Banque centrale parce que c'est des discussions longues, difficiles, etc. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est qu'on est quand même, les gens l'oublient, on est quand même sous, pendant des années maintenant, sous, je dirais, programme du Fonds monétaire international. Donc, on ne travaille pas seul, il y a des contraintes, il y a des réformes qui doivent être faites. Si elles ne sont pas faites, on a des problèmes de financement, etc. Moi, je dis, le plus tôt on sort entre guillemets, de cette logique de fonds monétaire où l'économie revient et la croissance revient, à ce moment-là, on sera livré à nous-mêmes et on serait capable de mieux fonctionner. Il y a plein de contraintes, parce que des réformes n'ont pas été faites. Pas parce que les gouvernements ne voulaient pas les faire, parce que peut-être qu'ils ne pouvaient pas les faire avec la démocratie. La démocratie a un coût qui est extrêmement important pour le pays. Donc, il faudrait le croire. Donc, on est dans une logique à la Banque centrale où on essaie de réagir par rapport aux problèmes les plus urgents, mais en même temps, on est stratège. Au niveau de la Banque centrale, quand on est arrivé, on a fait notre premier plan stratégique qui est 19-21 avec plus de 60 projets stratégiques, avec une vision, etc., restructuration, réorganisation complète de la Banque centrale qu'on est en train de faire, même en période de Covid. Et si on ne l'avait pas fait, je ne serais même pas capable de discuter avec vous de cette façon et on aurait été capable de faire le travail à distance, etc. Donc, il y a un travail extrêmement important qui a été fait par les équipes pour nous permettre d'être digitalisés, de faire le travail. On est au début, on est vraiment au début des réformes, mais on est convaincu que le travail qu'on est en train de faire et que beaucoup d'autres administrations sont en train de faire dans le pays vont nous permettre, j'espère, de nous en sortir. Il nous faut beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme pour que on puisse faire les réformes dans une période de turbulence. Ce n'est pas à la Banque centrale de le faire, c'est aux politiques. J'espère qu'ils le comprennent, ils comprennent parfaitement bien que quand un pays va baisser, une baisse de la croissance de 4, 5, je ne sais pas combien de points, ça impacte directement donc, les gens dans leur vie de tous les jours. Donc, ça ne peut pas être business as usual, bien que les gens aussi le comprennent. Ça ne peut pas être les mêmes dépenses, ça ne peut pas être les mêmes choses. Donc, il y a une reprofilage des priorités. Inch'Allah, ce gouvernement pourrait être capable de le faire, ou Inch'Allah, que les partenaires sociaux aussi se mettent ensemble pour faire en sorte qu'il y ait un autre pacte social qui nous permet d'aller plus loin. Moi, je ne voulais pas parler de choses de cette nature, je voulais être beaucoup plus dans la question, mais il est fondamental, c'est un prérequis pour qu'on puisse véritablement passer ce cap-là dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, monsieur le... Juste une autre question. Ah, pardon? Il y a une autre question, si vous voulez. Donc, Oui, la salle, tfadl. Alors, Aïcha, que pensez-vous du projet de décret-loi solidarité nationale et soutien aux entreprises et surtout de l'augmentation de la retenue à la source sur les comptes à terme de 20% à 35% et son impact sur l'épargne? Les questions qui fâchent. C'est une demande qui a été, je pense que c'est une proposition qui a été faite par le ministère des Finances. Je ne vais pas vous dire un peu ce qu'on a dit au ministre des Finances. Moi, personnellement, je pense que techniquement, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais techniquement,
les gens qui payent 20, peut-être 35% au début ou à la fin, l'impact va être neutre. Le problème, c'est que la question, moi, je dirais un peu sur le plan théorique, beaucoup de gens pensent que les banques, aujourd'hui, quand il y a je dirais, donc, qui placent sur le marché à terme, etc., avec des niveaux peut-être, ça fait partie de l'épargne. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'on ait un marché, je dirais, secondaire, développé, où les moyens de financer les entreprises seraient différents. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde revient donc au marché primaire et que c'est les banques qui financent tout. Et il y a un focus quasiment sur les banques et peut-être les gains qui peuvent être les gains qui viendraient éventuellement, donc ce que j'appelle un peu les comptes passifs. Mais ça fait partie des dépôts des banques. Et ces dépôts des banques, les banques les utilisent aussi pour financer l'économie. Donc, les taxer, peut-être pour des motifs fiscaux pour le moment. Moi, personnellement, j'aurais aimé avoir donc une étude d'impact un peu sur la rentabilité, je dirais pas seulement fiscale, de l'administration fiscale, mais aussi sur le plan économique. Donc, moi, personnellement, je pense, j'ai répondu à la question, je pense que ce n'était pas techniquement, maintenant, pendant cette période-là, avec les difficultés, donc, je dirais, de l'attraction des dépôts par les banques, c'est peut-être pas le moment de le faire, peut-être qu'on l'aurait fait peut-être dans une autre période, mais le ministre des Finances, il a aussi ses propres donc, contraintes qui peuvent aussi lui permettre d'avoir un peu cette décision. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez vu n'a pas encore été approuvé par les conseils des ministres. Donc, c'est des propositions qui ont été faites. Je crois que c'était même dans la presse. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un conseil des ministres et on va voir un peu ce qu'ils vont décider. Donc, moi, personnellement, voilà un peu ma réponse, un peu diplomatique, mais voilà ma réponse. D'accord. Bien. Salma. Oui, Fadel Sitar. Est-ce que tu as une question? Oui, Sitar. Hein? Est-ce que tu as des questions? Il y a beaucoup de questions, mais ouais, bon, il y a beaucoup de questions, mais je vais choisir une autre. Alors, Madame Soumaya Yacoubi, les banques centrales et les institutions financières occidentales appellent à une injection massive de liquidités. Dans quelle mesure le rachat par la Banque centrale des encours de bons de trésor détenus par les banques soulagerait-il la pression exercée sur ces dernières? Bon, je crois que cette question, elle a été beaucoup discutée. Je crois que moi, j'ai répondu dans plusieurs autres. Je crois que je l'ai fait un peu sur l'Express FM. Je crois qu'il y a eu même un très bon article qui a été écrit par l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Simon Stfaneb, je pense, sur Leaders, il n'y a pas longtemps, qui a traité un peu de cette question. Je crois qu'il y a une spécificité. Chaque banque centrale a ses spécificités et elle a ses moyens d'intervention. Aujourd'hui, notre financement aussi est basé fondamentalement sur nos collatéraux sont de deux natures. Vous avez ce que j'appelle les bons de trésor que nous, on achète et qu'on refinance. Quand la Banque centrale, il y a 2 ans, on a vu qu'il y avait beaucoup d'achats de bons de trésor. Vous vous rappelez, du 60-40%. 60 bons de trésor et 40%, on a complètement changé on accepte 40% donc de bons de trésor, 60% donc de collatéral privé, donc de crédit. Ça fait que il a eu beaucoup de difficultés pour le ministre des Finances, le ministère des Finances, donc de pouvoir avoir des liquidités au niveau de l'économie. Donc, on accepte les bons de trésor. Aujourd'hui, je crois qu'on a une neutralité, on accepte à 50-50%. Donc, la Banque centrale est en train donc d'accepter comme collatéral donc les bons de trésor, et donc elle est en train aussi dans le cadre de notre politique monétaire donc de faire en sorte à ce que le ministère des Finances quand il rentre sur le marché, nous on facilite donc ces achats aussi de
de banques de trésor et après, par la suite, on les accepte au niveau du refinancement. Donc, c'est important pour les liquidités. Comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de liquidité au niveau du secteur bancaire. Donc, on est arrivé à des niveaux beaucoup moins importants qu'avant. Donc, et que pour des activités qui sont extrêmement, qui sont spécifiques au Covid, on a créé des instruments spécifiques au Covid pour financer les besoins en fonds de roulement. C'est-à-dire pour que les banques puissent fonctionner par ailleurs sur leurs collatéraux. Et donc, et même sur les banques je reprends un peu la circulaire, la dernière circulaire qu'on a faite sur le ligne Covid, que les banques elles-mêmes, elles n'émargent pas sur donc notre critère de dépôt sur crédit. C'est extrêmement important, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne la possibilité de financer du court terme à long terme, avec 2 années de grâce. C'est énorme ce qu'on a fait, compte tenu de nos contraintes. C'est ce que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas ni la Fed, ni la Bank of England, ni la BCE. Notre monnaie est une monnaie nationale et notre capacité de financer est limitée. C'est pour ça que je reviens et je le dis, ce qu'on a, le peu qu'on a, il faut qu'il aille là où il faut, dans les activités productives, là où ça crée de la richesse. C'est pour ça que je parle de tourisme, je parle notamment de bâtiments travaux publics, je peux parler aussi d'entreprises exportatrices, d'agroalimentaire. Inch'Allah, doit donc de l'investissement dans la santé, dans l'éducation, etc. Ça, c'est ce qui crée de la richesse, qui ramène l'exportation. Notre dinar est un dinar qui est aujourd'hui soumis à beaucoup de contraintes. Pour que vous puissiez avoir un dinar, convertibilité totale du dinar et avoir des comptes en devises, etc., tel que, comme beaucoup de gens le disent, il faudrait qu'on exporte beaucoup, plus que ce qu'on importe. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas pu le faire. Donc, il faudrait que les gens le comprennent. Je me rappelle, 20 ans derrière, j'ai travaillé sur l'étude stratégique du commerce. Et pour nous, la promotion des exportations, c'était quelque chose de fondamental. Parce qu'on comprenait parfaitement que sans exportation, tout s'arrête. C'est le plus important. Des gens qui viennent d'Afrique, etc., qui viennent dépenser leur argent ici, vous êtes en train de contribuer au déficit de notre balance commerciale et au déficit de la balance courante. C'est extrêmement important. Il faut que notre comportement aujourd'hui, on change complètement. Inch'Allah, nous sortons du Covid et que l'ouverture de l'économie, on la voit au niveau de nos chiffres du déficit extérieur, nos chiffres du déficit commercial, etc. Ça, c'est très important. Voilà, je crois que je vous donne le mot de la fin. Je crois qu'on a pris. On a eu. Justement, le mot de la fin. Voilà, le canal. C'est tard. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Est-ce que le dernier mot vous incombe? C'est à vous. Wallah, c'est tard, chouf. Comme قلت لي, tu m'avais posé une question, elle n'est pas innocente. Est-ce que je suis optimiste, je ne suis pas optimiste, etc. Moi, je suis optimiste, je suis réaliste, je fonctionne chaque jour. Je regarde من البيرو نتاعي نرى كنت نفطر ما فما حتى كهرباء تتعدى. Je suis en train de voir beaucoup de voitures se déplacer. Je suis venu le matin, il y avait quand même une file في Belvédère, etc. Les gens sont revenus, ils sont en train de payer leurs factures. Les قهوة إن شاء الله تعاود تحل. إن شاء الله زاد l'activité معناها إن شاء الله الكريز هذه sanitaire عديناها une fois pour toutes. إن شاء الله معناها الفترة القادمة تكون خير. Mais à mon avis, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est, je le dis depuis souvent, depuis que je suis arrivé, revenu, c'est le revenir au travail, c'est revenir à la productivité, c'est revenir à l'effectivité. C'est le plus important. Il faut revenir à ce que j'appelle une croissance inclusive. Il faut qu'on inclue. On a découvert par la crise du Covid qu'on avait beaucoup de Tunisiens qui étaient ce que j'appelle les invisibles. Ils étaient avec nous, mais on ne les voyait pas. Ils sont sortis, comme l'informel, parce qu'ils n'avaient plus de quoi vivre. Ils vivaient sans pour autant rien demander à l'État. Mais ils sont sortis parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Il faut qu'on ne l'oublie pas. La question de la digitalisation, on a pu faire en même pas 5 semaines ou 6 semaines ce qu'on n'a jamais pu faire avant, que ce soit en termes de mobile payment, que ce soit
comme on a dit, on a travaillé sur le e-wallet, sur la possibilité de les jeunes qui ont émergé, qui ont fait montrer qu'ils étaient capables, capacité d'innovation extraordinaire, qu'ils soient de l'intérieur, de l'extérieur. Il y a 200 entreprises qui se sont on est prêt à aider le ministère de la technologie pour donner la possibilité à développer des logiciels utiles pour contrer le Covid ومشاكل الكل. انا جو دي كو هذه ان شاء الله مش يتعدى الكوفيد نعاودوا نرجعوا في القهاوي نشيشوا راقدين ونعاودوا بلد الفرح الدائم. انا يظهر لي هذا يلزم تتبدل. J'espère que dans les têtes des gens, je suis dans, كما قلت انت peut-être احنا on est dans une citadelle où les gens منظمين ومستانسين في ثقافه العمل. لان جو با دو جون بارتير ا 2 heures هنا في البنك سنترال كنت تخدم حتى الليل دونك on n'a pas vécu cela. احنا je ne pense pas que نطلب عبد ما نهار السبت نقولوا صحيح اما on était en guerre donc on pouvait pas se permettre et on est en guerre depuis longtemps là. il y a des administrations qui sont en guerre depuis longtemps. الناس كلها توا تسب في لي زونتربريز بوبليك ما عندكمش فكره ستيغ والسوناد شنو المشاكل اللي تقاسي فيها. Parce qu'il y avait de mauvaises politiques, pas parce qu'il y avait de mauvais cadres au niveau de ces institutions. Donc, je crois dans cette unité, je crois que ce que vous êtes en train de former, Inch'Allah, Inch'Allah, vous leur donnez le virus, Inch'Allah, quand vous les évaluez de la manière la plus optimale possible. بالامتحان الصعيب باش يخرج الطالب في مستوى باهي. اما مش صعيب مش عاود دوبلو لا. اما تدخلوا في سيستم وين يحس اللي كونه il mérite son diplôme. Alors le plus important aujourd'hui, faut qu'on mérite le travail qu'on a, faut qu'on mérite nos diplômes. Il faut aussi qu'on mérite, et je terminerai avec ça, le pays dans lequel on est en train de vivre. C'est un des plus beaux pays du monde. وهذا مش خاطر تونسي. C'est un des plus beaux pays du monde. Et on le doit à des gens depuis des centaines d'années qui ont investi dans le savoir, dans l'éducation et dans l'ouverture et la modernité. Et c'est la chose la plus importante. Juste pour terminer, parce que j'adore terminer avec cela, c'est important. Merci beaucoup. Nous sommes tout à fait d'accord. Je termine avec cette phrase-là. J'ai eu une discussion avec le président du Fonds monétaire arabe. Il m'a dit comment la Tunisie est sortie de cette crise sanitaire, tous les autres pays n'ont pas fonctionné. قلت له تعرفش علاش؟ على خاطر 60% ممكن 70% من لو كور ميديكال نتاعنا نساء. Et pour moi c'était ma réponse. على خاطر الرجال مش تخدم في برشا منهم مش يخدم في القطاع الخاص برشا قاعدوا يخدموا heureusement. مي نساء وكان ريتوهم اللي شدوا السبيطارات الفرمليات والطب والباراميديكال etc. En majorité, c'est des femmes, ou c'est ces femmes-là qui ont milité, qui ont géré, وهذوك هما اللي قعدوا في السبيطارات وكونوا قاعدين يكونوا في الطب نتاعنا. وإن شاء الله معناها الفترة القادمة معناها on les remercie, on va pas les remercier assez parce qu'ils ont fait le travail. Et وهذا هو mon avis, c'est mon explication entre autres parce qu'elles sont résidentes وتبارك الله معناها elles résistent وهما اللي une bonne partie معناها pour ne pas dire du mal de l'autre sexe. mais الحقيقه ما راهمش هما في القهوه يشربوا يضربوا في الشيشه quelques-unes بلايص معينين اما الاخرين يجاهدوا. يقول ريميرسي. حتى في l'enseignement الاكثريه نساء. gouverneur, message, la Tunisie a toujours été femme parce que la femme est le ciment de la cohésion sociale, en fait. Merci beaucoup et nous espérons vous voir bientôt pour d'autres binaires. Salma, tu arrives, tu as la parole. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci pour votre disponibilité et merci donc merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. عايشك ربي يعينكم. عايشك يا سيدي. عايشك. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. عايشك.